Salutationalisation. L'animation se voit s'étendre via son public cible depuis quelques années. Il est très loin le temps où animation était synonyme de produit pour enfants sans âme. Il existe des centaines de studios, chacun avec leur signature visuelle. Mais dans ce monde, on voit deux géants apparaître. De un, DreamWorks et de deux, Disney. Des champions de l'animation traditionnelle, ils ont vite sauté le pas vers l'animation en images de synthèse, aussi appelée CGI, laissant le médium qui les a mis sur un piédestal derrière. Et même si l'animation traditionnelle est toujours très populaire à la télévision et qu'on la voit revenir un petit peu au cinéma, il fut un temps où on la croyait morte pour de bon. Et c'est dommage parce que l'animation traditionnelle, c'est un art qu'il ne faut pas perdre. Et surtout, c'est un art avec une histoire passionnante. Si vous aimez donc l'histoire du cinéma, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche ainsi qu'à laisser un commentaire pour me dire quel autre sujet vous aimeriez me voir traiter. Sur ce, embarquez avec moi dans ce fabuleux voyage vers l'histoire de l'animation. L'origine de l'animation. Tout commence en 1832 quand Joseph Plateau invente le phénakitoscope. Objet connu comme la plus vieille pièce d'animation capable de démontrer le mouvement continu. Ça utilise la persistance de la vision pour créer l'illusion de mouvement, juste comme la pellicule de film en fait. Dans les deux cas, on utilise des images quasiment identiques mises les unes à la suite des autres très vite pour créer cette illusion de mouvement. On l'utilise devant un miroir pour être capable de voir en temps réel une petite histoire se décider devant nos yeux. Mais à un moment donné, il faut relativiser parce qu'il y a bien eu quelque chose entre ça et ça. Alors en 1834, avec l'invention de William George Horner, le zéotrope, aussi appelé la roue de la vie. Ici, les phases de mouvement sont perçues comme une boucle infinie à travers les espaces dans l'objet. On voit une image, ensuite plus d'images, ensuite une image à peine différente et le manège recommence. Le praxinoscope est ensuite inventé en 1877, une version boostée aux hormones de buffle du zéotrope qui fonctionne avec la réflexion de miroir à l'intérieur de la petite machine. Si vous avez compris un terme récurrent ici, c'est le concept de mouvement, de faire s'animer des images. Et ça continue en 1878 avec Edward Muybridge. Edward Muybridge. Ça s'écrit comme ça, démerdez-vous. Il prend des séquences de photos d'un cheval pour savoir s'il y a un point dans sa course où toutes ses pattes ne touchaient pas le sol. Bon, déjà oui, c'est le cas, et ensuite il a dû aimer le concept parce qu'il a continué de prendre ces séries de plusieurs photographies d'animaux et même d'êtres humains, donnant ainsi la première démonstration physique de c'est quoi le mouvement. Vient ensuite l'invention qui est probablement le plus grand pas de géant de toute l'histoire de la cinématographie puisque ça donne son nom au métier. En 1895, Auguste et Louis Lumière inventent le cinématographe, un projecteur capable de montrer 16 images par seconde. Oui, aujourd'hui, 16 FPS, c'est pathétique. Mais à l'époque, il faut se rendre compte de la révolution que c'était. Les frères de Lumière ont fasciné le public avec des vidéos de bébés qui mangent et de chevaux qui boivent. C'est même à ce moment qu'on voit apparaître le terme motion pictures, littéralement photo en mouvement. Il y a tellement à dire sur Lumière Factory et les frères de Lumière. Tellement en fait que ça mériterait une vidéo à part entière. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Sur ce, il est temps de faire un bond de géant dans le temps. Les premiers dessins animés. En 1908, Emil Cole va créer Fantasmagorique, le premier film d'animation entièrement dessiné à la main. Le concept est simple, chaque image est vue séparément et dessinée sur un plateau de verre, puis on le place par-dessus. Le précédent, on dessine l'image suivante et on répète. C'est sûr qu'avec ce qu'on fait en animation aujourd'hui, ça fait bien rire. Mais avec les standards de l'époque, c'est magnifique. Cette petite minute d'animation, c'est pas moins de 700 dessins différents. Versus d'autres films d'animation qui arriveront des décennies plus tard et qui se rendront jusqu'à la centaine de milliers d'images différentes. Arrivent ensuite d'autres projets comme Gertie le dinosaure en 1914, Félix le chat en 1919, mais c'est en 1928 que le bond de géant se fait avec Steamboat Willie, la première apparition de Mickey Mouse. Disney utilise le cell animation pour créer son cartoon, c'est-à-dire dessiner chaque image en mouvement sur du papier celluloïde et le photographier avec une proto-multipane caméra. Oui, c'est bizarre de se dire qu'au début de l'animation, non seulement l'utilisation d'une caméra était indispensable, mais qu'en plus, pour continuer de faire avancer son ordre, Disney va commanditer la création d'une caméra spécifiquement faite pour l'animation. Entre-temps, au cinéma, une technologie s'est démocratisée, l'ajout du son par-dessus les motion pictures. Et Steamboat Willie en a vu le potentiel parce que c'est connu comme le premier projet d'animation de l'histoire à avoir du vrai son synchronisé à l'image.
Les films muets, aujourd'hui, c'est quelque chose de quasiment impensable. Et en 1937, on a dû le comprendre. D'un, parce que sort Rainbow Dance, un projet expérimental de Len Yi qui utilise l'animation directe. L'artiste va peindre et dessiner sur des images déjà existantes en background. On appelle cette technique d'animation le rotoscope. Mais aussi Disney, parce qu'après avoir reçu la reconnaissance mondiale pour la création de Mickey Mouse, il veut expandre le média et l'art et utiliser l'animation pour raconter de vraies histoires avec de vrais personnages qui évoluent et se développent. Versus Mickey Mouse, qui à défaut d'être un vrai personnage est plus une blague à ce moment-là, on va pas se mentir. Vient alors dans la tête de Walter Disney l'idée de créer un long métrage entièrement fait en animation. Et c'est ainsi qu'en 1937 sortira Blanche-Neige et les Sept Nains. Blanche-Neige, c'est la première fois dans toute l'histoire du cinéma où un film est raconté entièrement avec des dessins. C'est quand même fou. Après, tu te demandes pourquoi Blanche-Neige est devenue une poule aux œufs d'or pour Disney dans les années 80. Et c'est ici que ça nous laisse. On a compris qu'en faisant se succéder des images similaires mais différentes, on pouvait raconter une histoire avec un nouveau médium. Et des histoires depuis 1937, autant vous dire qu'on en a raconté. L'animation à la télé. En 1949, on voit apparaître Crusader Rabbit, le premier dessin animé pensé entièrement pour la diffusion à la télé. Ce cartoon a été créé par Paul Terry, un ancien cartooniste de journaux qui a décidé de créer la compagnie d'animation Terrytoons. Il va fonder la technique d'animation limitée, c'est-à-dire le fait de réutiliser des images dans plusieurs contextes, les modifiant à peine, voire pas du tout. Ce processus peut sembler paresseux, mais c'est surtout une question de budget. Une question de budget qui va permettre à Terrytoons de survivre. Survivre face à des grosses compagnies comme Disney, par exemple, qui déjà à l'époque commençait à avoir beaucoup de budget. En 1957 apparaît donc Hanna-Barbera, un studio d'animation fait pour la télé qui va se spécialiser dans l'animation limitée. Ils utilisent des techniques comme la suggestion, le hors-champ, le recyclage d'images et de séquences, etc. Créant des icônes comme Yogi l'ours, les pierres à feu, les Jetsons et bien sûr Scooby-Doo. On peut donc en conclure qu'un cheval est responsable pour le désastre qu'est la série Velma. C'est pour ce genre de trivia intéressante que vous êtes abonné à cette chaîne, j'en suis sûr. Ce style d'animation simpliste, Hanna-Barbera va 100% l'embrasser, devenant célèbre pour leur animation presque paresseuse et leur style graphique très simpliste. Aujourd'hui, ça passerait plus, mais dans les années 50-60, la télévision commence à se démocratiser et juste le fait d'en avoir une dans son salon, c'est déjà un luxe. Donc forcément, on n'avait pas énormément de comparants, ce qui a permis aux dessins animés de Hanna-Barbera de se hisser dans l'imaginaire collectif jusqu'à ce que Warner les absorbe totalement en 2001. Mais l'animation dans ces années-là, c'était surtout quelque chose qu'on voyait au cinéma, donc comment on s'en sort? L'animation au cinéma. À ce moment-là, Disney a fini son âge d'or de l'animation et rentre dans ce qu'on appelle l'âge de guerre, c'est-à-dire l'époque où il produisait des films de propagande pour l'armée américaine. Posez pas de questions. On entre donc dans l'âge d'argent. Les personnages ont des émotions visibles, des chara-design travaillés, et comme mentionné dans la vidéo sur la voûte, les classiques d'animation Disney se ressortent tous les 7 à 10 ans au cinéma. On passe par les années 60 où les approches expérimentales et psychédéliques se font voir, en même temps c'est les années hippies. Beaucoup d'autres technologies font leur apparition, notamment le stop motion qui, à l'époque, même si c'était très impressionnant, avait le potentiel de donner des cauchemars à n'importe qui. Bon ok, c'est pas différent aujourd'hui, mais là c'est intentionnel. Et dans les années 80, les studios Ghibli font leur apparition, devenant le seul géant du cinéma à encore aujourd'hui utiliser l'animation traditionnelle. Le CGI. CGI, ça veut dire Computer Generated Imagery, littéralement l'imagerie générée par ordinateur. Si techniquement cette technologie est déjà présente dans des longs métrages en live action depuis les années 50, c'est seulement à la fin des années 90 qu'on la voit prendre la forme à laquelle on l'associe aujourd'hui. En 95, un nouvel arrivant pointe le bout de son nez, Pixar avec son succès Toy Story. Et plus on entre dans les années 2000, plus le grand public semble intéressé par cette nouvelle technologie. Du côté des géants de l'animation comme Disney et DreamWorks, ils vont continuer l'animation traditionnelle, mais la fatigue commence à se faire sentir. Ils deviennent tous les deux spécialistes dans l'art de mélanger l'animation traditionnelle et le CGI, Disney développant lui-même une nouvelle technologie inspirée du concept. En 2006, par contre, Disney décide qu'il est temps d'assurer l'avenir et de racheter Pixar pour 7,4 milliards de dollars, ainsi pouvant renverser la balance. C'est en 2003 que DreamWorks va sortir Sinbad Legends of the Seven Seas, film qui est connu comme étant un bon produit d'animation, mais malheureusement, il a floppé à l'époque. Le flop monumental de Sinbad va pousser DreamWorks à complètement abandonner l'animation traditionnelle et se concentrer sur le CGI. Oui, on peut le dire, si Sinbad avait fonctionné, on n'aurait probablement jamais eu Shrek. Et ça, c'est magnifique. Flop répété par Disney qui va finir les projets déjà entamés et du flop de La Princesse et la Grenouille passera lui aussi à la 3D. Du moins, c'est l'histoire officielle. J'ai littéralement produit il y a à peu près un an une vidéo qui explique le pourquoi du comment Disney a fait exprès de tuer la planète au trésor pour pouvoir passer à l'ère du CGI. Forcément, quand on est connu comme le roi de l'animation 2D depuis plus de 60 ans,
Passer du jour au lendemain à l'animation 3D, la transition est un petit peu brute. Voici donc ma théorie. Je pense que Disney voulait passer à l'animation en CGI, mais que pour que le grand public l'accepte, ils ont intentionnellement fait que la planète au trésor se ramasse lamentablement devant tout le monde dans un cuisant échec commercial pour finalement avoir une excuse pour passer à l'ère du CGI. Aujourd'hui, en 2023, les plus grosses productions d'animation utilisent la 3D au moins partiellement. Certains juste essayent d'émuler la réalité, d'autres brillamment repoussant les limites de ce qui est possible. Mais l'animation traditionnelle n'est pas morte, loin de là. D'excellentes séries comme The Owl House, Gravity Falls ou Archer savent l'utiliser et exploiter son plein potentiel. Tellement que Disney, sûrement nostalgique d'une certaine époque, annoncera en 2022 que leurs animateurs sont en train d'être formés à l'animation traditionnelle. Retournant au 2D avec leur prochain film qui entrera dans la voûte des classiques Wish, et en voyant ce style graphique, si certains y voient un retour aux sources, personnellement, avec ce style, j'y vois une évolution, une ouverture qui se dessine sous nos yeux, si ce n'est l'apparition d'un autre médium d'animation.